C'est parti, voilà. Bon, bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir. Bienvenue pour notre deuxième émission Facebook Live. Et on reçoit ce soir Dr Amine Gasmi qui va nous parler d'un sujet dont on est tous concernés. Et c'est la carence en vitamine D. Et comme le titre l'indique, c'est un véritable fléau moderne. Bonsoir Amine. Bonsoir Tissem, bonsoir tout le monde. C'est un sujet passionnant dont tu vas nous parler ce soir. Alors, je vais te poser une question importante, mais avant de poser cette question, je vais préciser aux personnes qui nous suivent sur Facebook qu'ils ont la possibilité de poser toutes leurs questions. On fera de notre mieux pour y répondre, du moins pour le temps qui nous est imparti, qui est un temps maximum d'1 heure. Donc, n'hésitez pas sur le chat à poser toutes vos questions. Alors, Amine, je vais te poser une question aujourd'hui, du moins quelques questions, mais la première, ça va être, c'est quoi la vitamine D en fait? La vitamine D, on entend parler énormément. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette vitamine? Oui, donc oui, question importante et donc effectivement la vitamine D est, comme son nom l'indique, une vitamine, mais c'est pas que. C'est une pro-hormone. Alors ça dépend comment on voit les choses et ça dépend de quelle forme de vitamine D on parle. Si on parle de la vitamine D alimentaire, celle qu'on trouve dans les aliments, ou celle Mhm. qu'on synthétise dans la peau, parce que on a un processus qui ressemble un peu à la photosynthèse chez les végétaux. Les végétaux vont synthétiser de la chlorophylle. Nous, on synthétise de la vitamine D à partir des rayons solaires. Et c'est la même vitamine D qu'on trouve dans les aliments, par exemple le poisson, les produits laitiers, etc. Et si on parle de cette vitamine D qui n'est pas bioactive, qui est on va dire une molécule précurseur de ce qui va donner après la molécule qui sera bioactive. Si c'est cette molécule-là, c'est une vitamine. C'est une vitamine et on pourrait dire aussi que c'est une pro-hormone stéroïdienne. Pro-hormone, c'est-à-dire précurseur. Maintenant, si on parle de la vraie vitamine D bioactive, celle Mhm. qu'on obtient dans le rein parce qu'on a deux hydroxylations, on a une qui se fait dans le foie et ensuite la deuxième qui se fait dans le rein et qui se fait dans le rein et très accessoirement dans une bonne partie des cellules aussi, mais en toute petite quantité. Hein, la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Celle-ci est une hormone stéroïdienne. Donc, c'est la forme bioactive, la 1,25 d'hydroxyvitamine D. On peut dire que la vitamine D a les deux casquettes. Une vitamine parce qu'elle obéit aux 5 critères que doit avoir une vitamine. C'est voilà. Et puis en même temps, c'est une hormone stéroïdienne parce qu'elle provient du cholestérol, un dérivé de cholestérol, le 17 d'hydroxycholestérol, qui donne la vitamine D en 3 réactions au niveau de la peau, ou alors qu'on obtient aussi dans les aliments, et c'est exclusivement d'origine animale, puisque là on parle de vitamine D3, il faut le préciser. D'accord. C'est celle qui nous intéresse. La vitamine D2, on la trouve dans les végétaux, mais c'est pas une bonne forme. Donc, je récapitule. Donc, la vitamine D3, dans les aliments, celle qu'on trouve dans les aliments, c'est une vitamine qui n'est pas active. Elle a besoin d'être activée. On est d'accord, c'est bien ça. Celle qu'on trouve dans les Tout à aliments. fait. Voilà. Et Et celle qui est c'est la même synthétisée, qu'on a dans la peau aussi. c'est la même qu'on a dans la peau, donc elle a besoin d'être activée. Par contre, celle qu'on va synthétiser au niveau des organes, donc au niveau du rein et du foie, elle est déjà active. Oui, alors c'est une vitamine qui va être synthétisée à partir de cette pro-vitamine, pro-hormone qu'on mange dans les aliments ou qu'on synthétise dans la peau. Donc c'est cette même D'accord. vitamine qui sera transformée. Dans le foie, on va l'hydroxyler une première fois au niveau du dernier carbone, ça donne la 25 hydroxyvitamine D, celle qu'on analyse dans les D'accord. biologies. D'accord. Et une deuxième hydroxylation dans le premier carbone cette fois, par l'enzyme qu'on appelle la 1-alpha-hydroxylase, et ça donne la 1,25 d'hydroxyvitamine D, et c'est ça la vraie vitamine D bioactive qui donne tous les effets qu'on connaît, c'est-à-dire sur l'os, etc. Et c'est une vitamine, certes, mais c'est surtout une hormone stéroïdienne, la D'accord. 1,25 hydroxyvitamine D.
Très bien. Donc, on a en fait une présence d'une vitamine, donc elle est particulière, cette vitamine, qui en même temps va jouer un rôle d'une hormone stéroïdienne. Alors, quel est le rôle de cette vitamine D3? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que, effectivement, tu as parlé des os, elle va intervenir au niveau des os, c'est ce qu'on connaît, du moins dans l'inconscient collectif, mais elle a énormément d'autres rôles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de vitamine D3, Amine? Oui, bon, ce qui est connu, c'est la vitamine D qui renforce les os. Oui, tout à Bon, fait. ça, c'est le processus endocrinien. Parce qu'on dit la vitamine D, du moins 1,25 hydroxyvitamine D, est une hormone stéroïdienne. Donc, son rôle hormonal pour le tissu osseux, donc à côté de la parathormone et la calcitonine, c'est la régulation de la calcémie, le taux de calcium dans le sang. D'accord. Cette régulation du taux de calcium dans le sang débouche sur un certain nombre de fonctions métaboliques, parmi lesquelles la fixation du calcium dans l'os, parmi lesquelles aussi l'augmentation de l'absorption du calcium dans l'intestin, parmi lesquelles la diminution de l'excrétion rénale du calcium. Mais la vraie fonction endocrinienne de cette vitamine D qu'on appelle une hormone, c'est la régulation de la calcémie par le biais de ces trois cibles-là. Ça, Oui, c'est ce qu'on appelle la fonction endocrine de la vitamine D, la plus connue. d'accord. Voilà. Oui. Euh, Maintenant, il y a d'autres fonctions. Mhm. Il y a d'autres fonctions, soit ces fonctions-là, on peut les classifier, oui, en trois grandes fonctions, mis à part la fonction endocrinienne. Oui. On a le premier groupe de fonctions, c'est l'utilisation de la vitamine D comme cofacteur dans certaines réactions. Par exemple, synthétiser la sérotonine nécessite comme cofacteur la vitamine D. Par Vitamine D. exemple, voilà, le fait de convertir la T4 en T3, donc les hormones Oui. thyroïdiennes, ça Hormone nécessite thyroïdienne. comme cofacteur, voilà, la fameuse désiodase 1 ou 2, voilà, ça nécessite comme cofacteur la vitamine D, etc. Donc, il y a comme ça différentes réactions métaboliques qui nécessitent la vitamine D comme cofacteur. Maintenant, il y a aussi un autre groupe de rôles métaboliques de la vitamine D, où là, la vitamine D va agir aussi comme une sorte d'hormone, un peu comme à l'image de son rôle sur la calcémie et par conséquent sur le métabolisme du calcium, du Mhm. phosphore, donc au niveau de l'os, par exemple sur le système immunitaire. Ah, Là, c'est un rôle hormonal parce que là, il va y avoir donc toujours ce qu'on appelle le récepteur à la vitamine D, qui sera dans tous les globules blancs, tous les leucocytes, et la vitamine D vient se fixer sur ce récepteur pour donner son effet immunomodulateur. Ça, c'est un rôle aussi hormonal de la vitamine D, tout comme le rôle qu'on connaît là sur le la tissu calcémie. osseux, sur la calcémie. On peut avoir aussi un autre rôle également de régulation du cycle cellulaire, les divisions cellulaires. La vitamine D va avoir une régulation sur le cycle cellulaire. Quand on dit toujours ici régulation, ça peut aller dans les deux sens. Mhm. C'est une sorte de modulation en fonction d'un certain nombre de mécanismes métaboliques. La vitamine D peut avoir un effet stimulant sur l'immunité ou peut avoir un effet inhibiteur sur l'immunité. Donc, D'accord. et Ça, dans ce, ça va dépendre de quoi? Et ça va ça va, dépendre de quoi? oui, par exemple, en cas d'une infection, Mhm. la vitamine D va être surutilisée, D'accord. ouais, surutiliser le pool de vitamine D par les macrophages et par les polynucléaires. C'est l'immunité innée pour répondre immédiatement à une infection. Par exemple, en cours d'une inflammation subaiguë, inflammation silencieuse, inflammation de bas grade, neuroinflammation, euh, la vitamine D est utilisée par notamment les macrophages et surtout les polynucléaires neutrophiles, mais cette utilisation, elle permet de modérer la réponse inflammatoire. D'accord. Oui. Donc, dans le cas d'une réponse aiguë, dans l'urgence, la vitamine D va avoir un effet stimulant sur le système immunitaire. Dans le cas d'une réponse chronique subaiguë, elle va avoir une réponse de modération euh, ou un effet De la de réponse. modération de la réponse immunitaire. Voilà, il y a aussi il y a une petite exception à ça dans le cas de l'auto-immunité aussi. La vitamine D va avoir un effet de modération également de la réponse. Tout ça, c'est des mécanismes très complexes. Alors, pourquoi je suis revenu sur le système immunitaire en parlant du cycle cellulaire, des divisions cellulaires? Parce qu'en fait,
la régulation des divisions cellulaires, ça fait partie, euh, du moins en partie, de ce qu'on appelle la cancérogénèse. Oui, Voilà, et donc la cancérogénèse est réglée par différents processus, entre autres le programme ou l'autoprogramme cellulaire de l'apoptose, la mort cellulaire programmée ou de la nécroptose. Il y a plusieurs programmes cellulaires comme ça qui régulent le cycle cellulaire et donc, entre autres, qui vont aider à neutraliser donc des cellules voilà, qui sont précancérogènes ou précancéreuses. Et alors, ça se régule également par le système immunitaire. En tout cas, une partie du système immunitaire qui fait partie aussi de l'immunité innée, les cellules NK, tueuses de cancer, et également les macrophages. Donc, d'accord. les NK, voilà, déclenchent de l'extérieur le processus d'apoptose et les macrophages phagocytent la cellule qui a été déjà détruite par le processus d'apoptose. Oui, Voilà, ça, ce sont quelques exemples euh, de ce deuxième groupe de rôles métaboliques, de la vitamine D. donc voilà, de la vitamine D, où là, on utilise un récepteur à la vitamine D. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des rôles hormonaux, parce que là, une hormone fonctionne toujours avec son récepteur. Voilà. Euh, Autre chose aussi, le troisième groupe de rôles, c'est alors, c'est toujours aussi un rôle qui est hormonal, mais qui n'est pas endocrinien. Ce qu'on appelle les fonctions autocrines et paracrines de la vitamine D. Au tout début, je disais que euh, on convertit la vitamine D qu'on a produite dans la peau, qu'on a pris donc, avec les aliments, on la Alimentaire. convertit, on l'hydroxyle dans le foie et ensuite on l'hydroxyle dans le rein. Cette Oui, deuxième hydroxylation dans le rein, alors le rein, c'est la glande endocrine qui produit cette 1,25 d'hydroxyvitamine D, cette d'une hormone part, oui, stéroïdienne. déjà, oui. Voilà, d'une part. Et puis, il y a beaucoup de cellules Mhm. autres, la plupart des cellules d'ailleurs de l'organisme, vont produire des toutes petites quantités de cette même 1,25 25. d'hydroxyvitamine D. Donc, Mhm. ils vont hydroxyler en fait la 25 hydroxyvitamine D obtenue dans le foie. Ils vont l'hydroxyler en position 1 également et qui vont produire cette quantité de vitamine D. Alors, cette quantité de vitamine D est intratissulaire, c'est-à-dire ça ne va pas se retrouver dans le sang parce que sa quantité est très faible. Et pourquoi on dit que ça a des fonctions autocrines et paracrines? Parce que dans un même Ah, donc tu as perdu Amine. tissu, Oui. une Amine, cellule va tu peux produire reprendre. sa Amine, tu peux propre vitamine reprendre. D, qui va convertir Amine, en tu peux fait la reprendre. On t'a perdu. 25-hydroxyvitamine D en 1. Pour les Hein. cellules environnantes, pour elles-mêmes, c'est une cellule environnante, c'est une fonction paracrine. Je disais, la fonction autocrine, c'est qu'une cellule va produire la 1,25-hydroxyvitamine D Oui, elle-même, elle va la produire pour elle-même, pour d'accord. s'autoréguler au niveau de son cycle cellulaire. On appelle ça une fonction autocrine, Oui, cellule qui d'accord. produit sa propre hormone. Et D'accord. elle va la produire aussi pour les cellules environnantes, qui elles-mêmes vont produire, on appelle ça la fonction para-autocrine. Donc ça produit la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Et pareil, ces cellules vont produire la vitamine D bioactive, justement pour s'autoréguler en termes de cycle cellulaire, en termes de division cellulaire. Ça, c'est le troisième groupe, on va dire, de rôle de la vitamine D. Et donc, globalement, la vitamine D régule la totalité de l'organisme. En fait, c'est une hormone, c'est un peu à l'image de l'histamine ou de la mélatonine ou, voilà, ou de ces hormones un peu polyvalentes qui régulent toutes les fonctions métaboliques. D'accord. Donc, concrètement, par rapport à cette vitamine D, donc on a cette vitamine D qui est synthétisée en intracellulaire, ça c'est d'une part, mais on a aussi l'utilisation de la vitamine D en extra, enfin, qu'on va récupérer de manière exogène, ou bien aussi au niveau du rein par rapport à l'hydroxylation. Donc tout ça fait que cette vitamine D, normalement, théoriquement, elle est synthétisée et que normalement, notre organisme doit savoir en obtenir, la synthétiser et l'avoir de manière naturelle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de carences, on va en parler tout à l'heure, mais maintenant, je vais te demander, Amine, où est-ce qu'on peut trouver la vitamine D? Où est-ce qu'on en trouve au niveau alimentaire? Oui, donc, alors, normalement, on a la source endogène, ce qui est un peu un contresens. Oui,
Il faut le remarquer parce que une vitamine, parmi les critères pour considérer qu'une molécule est une vitamine, il y en a 5. Parmi ces 5, c'est que elle est essentielle. C'est-à-dire essentielle dans le sens où on ne peut pas la synthétiser. Or, la vitamine D, on la synthétise. En Oui, fait, c'est ce vrai. critère-là, c'est pas que elle est essentielle dans l'absolu, c'est que la synthèse est insuffisante. C'est un D'accord. peu comme la B3 aussi, on la synthétise à partir du tryptophane. C'est juste que la synthèse, la B3 est insuffisante. C'est ce qui fait que la B3 et la vitamine D, malgré qu'on les synthétise endogènement, On a besoin de manière voilà, exogène. on les considère comme vitamines. Donc, elles sont essentielles. Euh, voilà. Donc, on a cette source. Et puis, on a, comme tu dis, les sources alimentaires. Dans les sources alimentaires, on a surtout tout ce qui est produits de la mer, donc poissons, les fruits de mer en général, etc. D'ailleurs, la principale source de vitamine D qu'on peut avoir aussi dans les compléments alimentaires, c'est l'huile de poisson. Euh, on a aussi également de la vitamine D qui est extraite également de la laine aussi. Et puis, comme autre source, on a les produits laitiers. Alors, on a beaucoup de calcium dans les produits laitiers et on a de la vitamine D. Alors, c'est pas la source de vitamine D majeure, mais on a quand même une certaine quantité de vitamine D intéressante. Donc ça, c'est les sources principales de vitamine D qui ressemblent à la nôtre, c'est-à-dire la vitamine D3. Voilà, la vitamine D stéroïdienne. Donc c'est surtout les poissons, les produits laitiers et donc tout ce qui est produit de la mer en général. Quand tu dis produit de la mer, le poisson aussi, Oui, c'est ça, le poisson et les les fruits poissons de et mer, voilà, les fruits de mer, mais surtout surtout le le poisson poisson. gras. Poisson gras, Oui, c'est ce que j'allais te dire. oui, Principalement, c'est ça. il y a des variétés particulières que tu recommandes. Bon, je sais que, enfin, de mémoire, l'huile de foie de morue est très riche. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des variétés particulières qui contiennent plus de vitamine D que d'autres? Huile de foie de morue, c'est riche en toutes les vitamines liposolubles, y compris la vitamine D. Donc, D'accord. la vitamine K, vitamine E, vitamine A aussi. Il n'y a pas de variété particulière Particulière. par rapport aux poissons gras. C'est tous les poissons gras. Il faut favoriser juste les poissons, les petits poissons. Bon, ça c'est connu. Les poissons maintenant sont relativement pollués. Ou alors les poissons d'élevage, même si ça contient moins de vitamine D et d'oméga 3. Le saumon, la sardine, c'est très bien. Les C'est riche. anchois. Voilà. D'accord, c'est bien. Alors maintenant qu'on a bien compris le mécanisme de la vitamine D et son importance donc au niveau de l'organisme, la question qui fâche, pourquoi on est en carence en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a énormément de carences en vitamine D? Il y a différentes causes à cela. Il y a différentes causes. C'est multifactoriel. Euh, bon, déjà, il faut bien comprendre on s'est adapté Mhm. à l'utilisation de la vitamine D exogène et à la synthèse de la vitamine D. Donc, on est censé s'exposer au soleil très régulièrement. Alors, quand je dis on, c'est les Méditerranéens D'accord. parce que c'est différent. Il y a donc les populations du Nord, où là, on va dire, ils étaient historiquement en déficit de rayons solaires, Mhm. et ça a développé des mécanismes d'économie dans l'utilisation, d'économie métabolique dans l'utilisation de la vitamine D, c'est-à-dire qu'ils ont pu être sélectionnés de cette façon, ils peuvent survivre et fonctionner plus ou moins normalement, métaboliquement parlant, avec des petites quantités de vitamine D. D'accord. Les populations du Nord. Les populations qui sont très au sud, donc on va dire l'Afrique Oui. noire, Oui. euh, eux, ils ont donc suffisamment de soleil, même si en fonction des pays, on commence à avoir beaucoup de sédentarité, etc. Mais ils ont quand même, par la force des choses, beaucoup de soleil. C'est pour ça qu'ils ont la peau foncée. Justement, ils ont développé ce mécanisme pour se protéger des rayons UV. Ouais. C'est les rayons UV de type B, donc de 290 à 315 à peu près nanomètres, c'est ces rayons-là qui synthétisent, qui Qui stimulent la active la synthèse vitamine de la D. vitamine D, voilà, au niveau de la peau. Mais ce sont ces rayons-là aussi qui détruisent la peau.
C'est ça, en fait, le paradoxe. Donc, qui augmente le risque de lésions de la peau, de mélanome, etc. Donc, les populations du Sud ont développé ce mécanisme de protection contre les rayons UV. Euh, et donc, au niveau de la partie qui est au central, on va dire un peu, entre le Sud et le Nord, il y a la Méditerranée. Et la Méditerranée, eh ben, n'a pas les mécanismes de protection, en tout cas beaucoup moins les mécanismes de protection contre les rayons UV, et a beaucoup moins aussi les mécanismes d'économie métabolique de la vitamine D. C'est cette population-là, au niveau de la Méditerranée, qui est la plus exposée au déficit en vitamine D, et pas uniquement exposée au déficit en vitamine D, mais aussi qui subit les conséquences de ce déficit. Parce que les déficits, on en trouve aussi dans les populations du Nord également, Mhm. beaucoup. Mais eux, vu qu'ils ont ces mécanismes métaboliques d'économie de la vitamine D, ils subissent les conséquences moins que les populations de la Méditerranée. Et comme ça, c'est un facteur, et D'accord. puis un autre facteur vient se superposer sur celui-là, c'est que avec la sédentarité, le mode de vie sédentaire qui Mhm. touche tout le monde, qui Oui. tout du sud au nord, ça touche tout le monde. On a une sorte d'uniformisation du style de vie qui fait que, eh bien, même si au sud ou en Méditerranée, il y a quand même assez de Le soleil, soleil. Oui. voilà, même si c'est pas toujours le cas toute l'année, tous les jours, etc., Oui. Oui. du moins en Méditerranée, eh bien, la sédentarité fait qu'on se range sur le même style de vie et sur la même exposition solaire que les populations du Nord. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sédentaire, il bouge pas beaucoup, il sort pas beaucoup. Par exemple, les secteurs du tertiaire, ben, c'est des bureaux dans des buildings fermés, etc. Euh, et donc, il y a toujours ce problème, ce grand facteur d'uniformisation du style de vie et donc de manque d'exposition au soleil qui vient se superposer sur la problématique qu'on avait citée auparavant qui concerne les populations méditerranéennes. Alors, ça, c'est deux facteurs qui se superposent. Oui. Alors, il y a les autres facteurs aussi que sont euh, les mutations. Oui. Les mutations génétiques. Alors, les mutations génétiques jusque-là, c'est-à-dire jusque il y a plusieurs dizaines d'années, où on a commencé à se sédentariser de plus en plus. Alors, il y a entre les différentes régions du monde, les différents pays, il y a un certain décalage qui se compte en quelques dizaines d'années, à 20 ans, 30 ans plus ou moins, où la sédentarisation est venue s'installer progressivement aux États-Unis, par exemple, en Amérique du Nord. Bah, la sédentarisation a commencé déjà dès les années 30, l'Europe après la Deuxième Guerre, et puis en Afrique du Nord, etc. Bon, ça a commencé à s'installer 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Mais en tout cas, en gros, on a ce mode de vie qui s'est installé, sédentaire, qui s'est installé un peu partout, même si c'est de manière un peu décalée. Et alors, avant ça, avant cette vie sédentaire, les mutations génétiques ne posaient pas beaucoup de problématiques. Mutations D'accord. génétiques sur le récepteur, la vitamine D, sur les enzymes qui hydroxylent, 25-hydroxylase, hein, alpha-hydroxylase, sur le transporteur, la vitamine D, protéines de liaison, voilà. Euh, toutes ces mutations génétiques, euh, eh bien, on les avait depuis longtemps, Oui. enfin, depuis des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années ou plus. Mais ça ne posait pas de problème parce que il y a cette augmentation euh, de, de l'utilisation du pool de vitamine D. C'est-à-dire le besoin en vitamine D a augmenté avec la sédentarité, puisque la sédentarité produit de l'inflammation, Oui. voilà, entre autres, ça produit de l'inflammation. Ça produit une acidification tissulaire, même si, bon, cette grille de lecture d'équilibre acide-basique est toujours très limitée. Mais il y a aussi ce facteur d'acidification tissulaire. Pourquoi? Dans ce sens-là, par rapport au calcium osseux, parce que la décalcification, la déminéralisation osseuse est un système tampon. Tout comme les bicarbonates des reins, c'est un système tampon. Donc, il y a l'acidification tissulaire, il y a l'inflammation, l'augmentation de l'inflammation. Voilà, il y a l'augmentation des risques de tous les cancers, donc l'augmentation
voilà, de la cancérisation. Et toutes ces choses-là, il y a plutôt aussi la dépression, le manque de neurotransmetteurs, l'altération au niveau intestinal qui produit aussi de l'inflammation, qui produit aussi une surmobilisation du système immunitaire. Voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui ont augmenté et donc qui, par conséquent, ont augmenté nécessairement le Le besoin besoin en en vitamine vitamine D. D. Oui. Voilà, donc ça, c'est un autre facteur qui vient se superposer aux autres facteurs également. Voilà. Et plus, on va dire, des interactions autres avec l'environnement, notamment qui se manifestent par le microbiote, par exemple. Les dysbioses microbiennes euh, profondes produisent aussi une surutilisation de la vitamine D, ça produit de la résistance aux récepteurs à la vitamine D au niveau intestinal, ça produit toutes ces problématiques-là qui augmentent également le besoin en vitamine D. Il y a toutes les adaptations épigénétiques qui sont dues, mis à part les mutations génétiques, ça c'est autre Mhm. chose, on en avait parlé, mais les adaptations épigénétiques qui sont dues au fait que donc le mode de vie sédentaire parmi ses conséquences au niveau épigénétique, ben, c'est la diminution de la capacité d'expression d'un certain nombre de gènes, parmi lesquels les gènes qui codent pour le récepteur à la vitamine D, pour la protéine de liaison, etc. Donc il y a tous ces phénomènes-là qui se sont mis ensemble, voilà, pour augmenter le besoin en vitamine D et pour diminuer l'efficacité de la vitamine D et pour donner donc cette pandémie de déficit ou de carence en vitamine D. Carence en vitamine D. Mm. Donc, par rapport à tous ces facteurs, concrètement, Amine, tu as parlé d'exposition au soleil. Si par exemple, si aujourd'hui, ben, les personnes s'exposent beaucoup plus au soleil, est-ce que ça va augmenter la synthèse en vitamine D? C'est souvent, on se pose souvent cette question. On se dit, bah tiens, je me suis pas suffisamment exposée au soleil. Et selon toi, est-ce que c'est une réponse à cette carence en vitamine D, l'exposition au soleil? Pas toujours. C'est important de s'exposer au soleil. Euh, alors, il ne s'agit pas juste de la quantité de vitamine D. Mhm. Il s'agit aussi de la capacité à convertir cette quantité en forme bioactive. Il s'agit aussi de la capacité qu'elle puisse fonctionner Oui, en rapport avec le récepteur. c'est Voilà, il y ça. a tous ces mécanismes-là. Et donc, chacun va avoir une certaine capacité à convertir, à utiliser cette vitamine D par rapport au récepteur, la production des récepteurs. C'est toujours bien de s'exposer suffisamment au soleil, mais bon, il y a un petit problème par rapport à ce mot suffisamment. Qu'est-ce que c'est? Oui, Parce c'est que ça. plus on s'expose au soleil et plus on absorbe ces rayons UV qui ont un impact nocif sur la peau. Oui, Voilà. Mais en même temps qui aident à produire de la vitamine D. la Donc il y a une vitamine D. sorte, voilà, il y a une sorte de décalage. Et là, bien sûr, les populations du Nord sont beaucoup plus susceptibles Mhm. d'avoir cette altération au niveau de la peau à cause des rayons UV, parce que historiquement, ils ne sont pas adaptés pour ça. Ils ont C'est ça. toujours eu beaucoup moins de soleil, donc si on prend quelqu'un du nord qui vient en Méditerranée ou même qui va Mhm. aller plus au sud et qui s'expose trop au soleil, il va avoir de gros problèmes. Bon, s'il le fait sur des courtes périodes, ça ne pose pas de souci. Mais si c'est durablement, il va avoir beaucoup de problèmes de peau. Oui, tout Et à fait, tout à fait. voilà, Donc, ouais, comment trouver un bon dosage, en fait? C'est ça la c'est question. ça. Ben, il y a du fait de l'augmentation du besoin en vitamine D actuellement par rapport à tous les facteurs que je viens d'expliquer, Mhm. euh, il est très difficile d'avoir suffisamment de vitamine D Mhm. fonctionnelle, c'est-à-dire en quantité, bien convertie, bien utilisée. Parce que avant, on avait un certain besoin qui était beaucoup plus faible que maintenant, Mhm. et c'est-à-dire n'importe qui pouvait convertir et utiliser cette vitamine D puisque c'était des petites quantités. Mhm. Un Maintenant, le besoin besoin faible. est beaucoup plus important Mhm. et donc, il va y avoir une sélection. Il y a une sélection qui se fait déjà. Il y a des personnes qui ont une bonne génétique, qui convertissent bien, qui utilisent bien la vitamine D. Et ceux-là peuvent s'exposer au soleil beaucoup plus que les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, transporter
en quantité suffisante la vitamine D, qui ne peuvent pas convertir en quantité suffisante ou qui ne peuvent pas produire un récepteur qui fonctionne en quantité suffisante. Donc, il y a ce décalage qu'il y a entre, voilà, c'est un peu le même problème que toutes les fonctions métaboliques importantes, soit la détoxification hépatique ou d'autres. Il y a toujours un décalage quand le besoin augmente. Mhm. Il y a ce décalage qui se fait. Donc, l'exposition au soleil, ça, c'est, on est en train de parler théoriquement parce que dans la pratique, Dans on la n'a pas réalité, c'est autre toujours, chose. Oui. voilà, on n'a pas toujours la capacité de s'exposer suffisamment au soleil pour différentes Oui. contraintes, notamment le style de vie sédentaire. Oui. Sédentaire, c'est pas juste la personne qui cloîtrait chez elle et reste et veut Mhm. rien faire. C'est pas ça uniquement. C'est les contraintes de la vie professionnelle où Mhm. vous avez des personnes qui sont dans des bâtiments fermés toute la journée parce qu'ils travaillent. Oui. Donc c'est ça aussi le mode de vie sédentaire. Et puis il y a aussi dans la réalité pratique, il y a aussi le fait qu'il va y avoir des jours où il n'y a pas de soleil, ou très Mhm. peu, d'autres jours, parce qu'il ne suffit pas juste de s'exposer à la lumière du jour. Oui, oui, tout à fait. La vraie synthèse de la vitamine D en quantité suffisante et tout, c'est au cours de la période où le soleil est au zénith. C'est Mhm. entre 11 heures et 14 heures plus ou moins. Voilà, on synthétise 4 à 6 fois moins de vitamine D quand on s'expose au soleil tôt le matin ou en fin d'après-midi. Fin C'est pas la même d'après-midi. chose. Voilà, ou alors vous faites un peu une équivalence par rapport à une journée nuageuse ou même à midi, il n'y a pas beaucoup de rayons UV qui passent. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui viennent se rajouter au fait que le besoin a augmenté et que certaines personnes ne vont pas pouvoir Faut pas suivre s'exposer. Oui, voilà, à cette évidemment. demande. Voilà, d'où l'importance maintenant de l'apport Oui. exogène, l'apport intestinal de vitamine D. Voilà. Ben, je viens à cette question. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu proposes comme protocole, justement, en apport exogène en vitamine D3? Et voilà, qu'est-ce que tu peux proposer comme solution? Ben, il faut déjà augmenter la vitamine D au niveau de l'alimentation. Oui. Bon, la meilleure manière, c'est de manger du poisson. Ça, c'est très bien. Alors, probablement aussi des produits laitiers, mais des produits laitiers fermentés. Parce que le poisson, ça apporte aussi les protéines et ça apporte aussi l'oméga 3. Mhm. Et l'oméga 3 qui diminue l'inflammation. Et quand ça diminue l'inflammation, ça diminue aussi le besoin en vitamine D. Oui. Et puis, les produits laitiers fermentés, le lait caillé est très bien, ou ça dépend comment les gens vont tolérer ces aliments-là. Les aliments-là, oui. Et puis, il y a aussi les suppléments en vitamine D qui deviennent incontournables maintenant. Mhm. C'est très important, surtout sur les périodes où il y a très peu de soleil ou alors l'équivalent, c'est-à-dire même s'il y a du soleil, la personne ne peut pas sortir pour telle et telle S'expose pas raison, trop au voilà, ne soleil. s'expose pas Il suffisamment ne au pleut soleil pas. Oui. exactement sur les périodes où elle devrait s'exposer au soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith. Mhm. Donc, il y a aussi un gros problème au niveau des biologies, des analyses également, Mhm. surtout au niveau de la limite inférieure. Oui. Bon, ça, peut-être qu'on en parlera. Mais en tout cas, en fonction du niveau de déficit, ben, on va avoir des utilisations des suppléments de vitamine D de différentes façons et sur différents dosages également et sur différentes périodes. Mais ce qui est important à signaler aussi, avec ce problème de résistance du récepteur à la vitamine D, il y a un gros problème surtout. Alors, la résistance du récepteur à la vitamine D commence principalement au niveau de l'intestin déjà. Ça commence là-dedans. D'accord. Et puis, ça peut s'étendre sur le reste parce qu'au niveau de l'intestin, on a l'intestin grêle, donc on a le plus gros du système immunitaire et donc l'inflammation est centrée au niveau intestinal et ça part de l'intestin vers les autres organes, les autres tissus. Et puis, les dysbioses peuvent également produire cette résistance du récepteur à la vitamine D. Mais en même temps, si on prend des doses très élevées de vitamine D sur une longue période, ça peut produire aussi de la résistance. C'est un peu le même phénomène qu'on a avec le cortisol, la résistance des récepteurs au cortisol, la leptine, la résistance des récepteurs à la leptine, Oui. ou l'insuline, Sur une ce qui est longue plus période. connu.
Ouais. Voilà, c'est l'insuline, quand on mange trop de sucre, on produit trop d'insuline et sur une longue période, ça produit de la La résistance au résistance à récepteur à l'insuline. l'insuline. Pourquoi on a de la résistance? Parce qu'on produit des quantités énormes d'insuline Donc les et le récepteurs sont gène, plus fonctionnels. voilà, le gène qui code pour le récepteur à Mhm. l'insuline ne peut pas suivre sur le long terme en D'accord. termes par rapport à la quantité d'insuline qui est produite. C'est exactement le même phénomène qu'on a aussi avec toutes les hormones d'ailleurs et tout ce qui fonctionne avec des récepteurs, donc y compris la Ok. vitamine D. Voilà. Donc, Donc concrètement, si tu devrais donner des conseils, est-ce qu'il y a un protocole particulier? Est-ce qu'il y a une forme de vitamine D particulière à prendre? Tu recommandes plus en dose journalière ou bien en dose hebdomadaire? Enfin, oui. parce que il y a beaucoup de questions dans ce sens-là et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. Mm. Oui, alors il y a une ou deux informations que je ne donnerai pas ici parce que ça dépend de l'état de la personne et parce que c'est un live public qu'on n'a pas que des médecins ici Oui, ou des professionnels de santé. Voilà. Donc, mais d'accord. sinon, donc le dosage exact, ben, on peut Oui, pas. Voilà. d'accord. Et même les notions de durée également, on peut pas. Oui, Mais bien sûr. sinon, pour le reste, là, par exemple, sur la question sur Sur les les doses formes. journalières et les formes. Bon, les formes, peu importe la forme de vitamine D, ça peut être de la vitamine D euh, en poudre sous forme sèche. Mhm. Ça peut être, c'est-à-dire en poudre, c'est des comprimés ou des gélules, peu importe la forme galénique. Ou alors les formes liquides, donc en huile, donc Oui. en gouttes. Mhm. Euh, peu importe la forme. Peu importe, Oui, l'essentiel, c'est que puisque c'est une vitamine liposoluble, c'est que ça soit pris avec du gras, oui. voilà, Donc, prendre avec de l'huile. avec de l'huile, par Mhm. exemple, de l'huile d'olive, ou au Mhm. sein d'un repas qui contient de la D'accord. graisse, donc un repas complet Pour qui que ce soit mieux contient des sources de absorbé. graisse. Exactement, pour Oui. améliorer l'absorption. Et Mhm. alors, mis à part ça, les doses journalières sont plus importantes que les méga-doses sur un mois Oui. ou deux ou trois. Donc, c'est Donc, tu préconises les doses journalières. voilà, les doses journalières, pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre une chose ici, c'est que à chaque fois qu'on a une dose de vitamine D, qu'elle Mhm. soit petite ou méga dose, Mhm. euh, cette vitamine D va être liée en majorité. Elle va être liée à cette protéine de liaison, ce qu'on appelle la VDBP, la protéine de liaison, la vitamine D. Elle va être liée, c'est une protéine qui est Mhm. circulante dans le sang, D'accord. voilà, et qui va transporter la vitamine D. Mhm. La majeure partie de ce qu'on va prendre comme vitamine D va être liée. Et cette vitamine D liée, elle est définitivement fléchée vers le tissu osseux. Elle ne va être utilisée que au niveau du tissu osseux. Les autres fonctions, donc elle va être utilisée dans la fonction endocrine, on va dire pour la régulation de la La calcémie, pour la calcémie. Oui. fixation du calcium dans le tissu osseux. Le reste de la vitamine D qui reste de cette prise, encore une fois, que ce soit une petite prise ou une très grosse prise, le reste va être utilisé dans les autres fonctions, les fonctions immunitaires, etc., ou les fonctions para-endocrines. Voilà. Mhm. Euh, donc, la problématique des mégadoses, c'est que ça sert uniquement au tissu osseux. Du moins sur toute la période. C'est sur les deux, trois premiers jours. Bon, on a toujours une petite quantité aussi de vitamine D qui va servir sur les autres fonctions, mais à un moment donné, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. La vitamine D, exactement, c'est la vitamine D libre, non liée, qui Mhm. agit sur les autres fonctions. Et D'accord. celle qui est liée à la protéine de liaison, elle est définitivement fléchée vers le tissu osseux. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours très important d'avoir des doses journalières. Mhm. Doses journalières pour que tous les jours, on ait à la fois la quantité nécessaire pour le tissu osseux et la Vitamine D quantité liée. nécessaire pour le reste, pour toutes les D'accord. autres fonctions. Donc, ça, c'est important. Et alors, une autre chose très importante, il commence maintenant à y avoir plus d'infos sur également le rôle de la vitamine K2. Oui, j'allais te poser Voilà. la question. Alors, le rôle de la vitamine K2, on le connaît depuis un certain temps, hein, c'est pas, ça date pas d'hier. Mais l'utilisation de la vitamine D toute seule, Mhm. surtout les utilisations classiques, sont des utilisations, je parle des utilisations toujours journalières, hein, des doses Oui. journalières, mais sur une longue période Mhm. sans arrêt comme ça sur une longue période,
apparemment, ça augmenterait le risque de calcification tissulaire, des tissus mous, Mm. les vaisseaux, en premier D'accord, lieu, et les autres tissus mous. d'accord. Apparemment, je dis bien, c'est pas encore très clair, mais il commence à ressortir. Il y avait cette hypothèse-là, mais c'était un peu théorique. C'était appuyé par des petites études comme ça, un peu chez l'animal ou des études in vitro. Maintenant, il commence à y avoir un peu plus de données là-dessus. Donc, c'est toujours bien de combiner de la vitamine D avec de la vitamine K2. K2. Et le rôle de la Voilà. K2 à ce moment-là, ça va justement limiter cette calcification? Exactement, ça va limiter la calcification des tissus mous et ça va centrer le rôle de la vitamine D sur le tissu osseux. Très bien. Voilà. Et alors, il y a aussi un autre rôle un petit peu aussi controversé de la Mhm. vitamine D, un rôle catabolique au niveau de l'os. C'est aussi parce que, en fait, ça aussi, il y avait des études sur ça, sur le fait que la vitamine D a des récepteurs sur les ostéoblastes qui permettent de Mhm. fixer le calcium et de se différencier après en ostéocytes. Mais il y a des récepteurs de la vitamine D aussi dans les ostéoclastes. C'est ce qui dégrade le tissu osseux. Et Mhm. avant, on se disait, ça, c'est des récepteurs pour inhiber les ostéoclastes. Mais maintenant, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de faisceaux de données qui montrent que ça ne fait pas qu'inhiber. Parfois, ça peut activer les Ça peut ostéoclastes. activer le Voilà. stochasme et Et donc la donc, destruction. Ouais. exactement. Et donc, la vitamine K2 Mhm. étant un cofacteur de la vitamine D dans ce sens, pour Mhm. avoir cette fixation des calciums de tissu osseux, apparemment, ça permet de favoriser l'effet inhibiteur des ostéoclastes et donc l'effet anabolique de la vitamine D dans l'os. D'accord. Donc, Voilà. on Et aura un double puis, rôle. c'est ça. Et puis, il y a le magnésium également pour convertir. On parle depuis tout à l'heure de la conversion de la Oui. vitamine D, du transport de la vitamine D. Tout ça, c'est le magnésium qui est cofacteur. Le magnésium est important. Donc, d'associer la Très vitamine important. D3, K2 avec du magnésium, donc en dose journalière. C'est bien ça. Exactement. Oui, D'accord. tout à fait. L'heure tourne, Amine, mais je vais poser la dernière question avant de poser les questions des participants sur le chat. La dernière question, c'est, on parle de toxicité de vitamine D. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment prendre des précautions à ce moment-là parce que en même temps, on se rend compte que des fois, certaines personnes vont avoir un dosage limite en vitamine D. Pourtant, ils ont tous les symptômes de la carence en vitamine D, hein, même s'ils rentrent dans un, je dirais, dans un bon, dans les normes, si je puis dire. Bon, après, je crois que ça va être un autre débat. Mais du moins, pour la toxicité en vitamine D, à quel moment faut faire attention? Oui, alors ça nous renvoie vers l'analyse biologique de la 25-hydroxyvitamine D. Oui, En fait, au niveau de l'analyse biologique, il y a deux limites. Il y a la limite inférieure et la limite supérieure. La limite supérieure est exacte, c'est-à-dire d'accord. la toxicité est obtenue autour de 100, 110 en fonction des... Voilà. Mhm. Euh, c'est un peu plus vers les 110 que les 100, mais bon, par précaution, on est plutôt sur 100 maximum. Voilà, donc si on se rapproche trop de 100, il faudra commencer à s'inquiéter. C'est-à-dire, il faudrait arrêter, diminuer les doses. Bon, ça, c'est le médecin qui gère. Mais ça, c'est pour dire que c'est une limite exacte. Mais pour la limite inférieure, c'est une limite qui est très sous-estimée. Mhm. 30, on voit dans les études, il y a plein d'études sur maladies métaboliques, cancer, inflammation, un tas de trucs qui montrent que systématiquement, il faut avoir une vitamine D qui, dans certains cas, supérieure à 45, dans certains cas, supérieure à 60, même dans certains cas, supérieure à 80, à 25 hydroxyvitamine D, nanogrammes par millilitre. Donc, la toxicité de la vitamine D, alors elle est un peu différente entre la vitamine D non hydroxylée, celle qu'on a dans le complément, l'aliment ou celle qu'on synthétise dans la peau. Cette vitamine D-là, elle a plus de toxicité que la vitamine D qui est hydroxylée. D'accord. Donc, cette vitamine D est plus toxique que la 25-hydroxyvitamine D qu'on obtient dans le foie. Et la 25-hydroxyvitamine D est plus toxique que la 1-alpha 25-hydroxyvitamine D qu'on obtient dans les reins. Donc, plus la vitamine D devient bioactive et moins et plus hydroxylée, plus bioactive, et moins elle est toxique en termes de. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas voulu parler de dosage et tout, et de durée, Oui. etc. Voilà, parce que ça dépend des situations et c'est quelque chose de relativement complexe. Mais
la toxicité de la vitamine D est décrite, même s'il n'y a pas beaucoup de preuves, mais elle est décrite dans la littérature. Euh, et donc, il faudrait avoir, alors si quelqu'un est très carencé en vitamine D, il n'y aura pas de problème. Il faudrait supplémenter, il faudrait faire monter le taux de vitamine D, mais en tout cas, il faudrait toujours surveiller la limite supérieure, ne pas La limite trop se supérieure. rapprocher de la limite supérieure. Voilà, donc il y a de la marge. Je crois qu'au Il y a niveau de de la la limite marge, hein, par supérieure, rapport il y a de la au marge. taux actuel, il y a beaucoup de marge. Oui, Oui. très bien. Ok, ben, je vais passer aux questions. Il y en a beaucoup, donc je vais sélectionner quelques questions. Euh, voilà. Donc, bon, là, on demande la posologie et le risque de toxicité. Donc, ça, tu as déjà répondu. Oui. Alors, une question. Si la vitamine D contenue dans les aliments est sous forme de précurseur, donc on doit subir la double hydroxylation, comme celle de la peau, peuvent vivre les gens qui ont une mutation génétique? Ceux-là, ils doivent justement, ceux-là, ils doivent prendre beaucoup de vitamine D pour Oui, avoir un petit peu qui soit hydroxylé. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on parle de mutation, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro activité de l'enzyme. L'activité de l'enzyme, la vitesse de l'enzyme diminue. Du moins sur ces cas-là, parce qu'il y a des mutations qui peuvent augmenter la vitesse de l'enzyme, mais on n'a pas ça ici dans la voie de la vitamine D. Euh, donc, la vitesse de l'enzyme diminue et donc pour compenser l'effet de cette enzyme, pour l'augmenter ou tenter de l'augmenter un maximum, il faut les cofacteurs, mhm. magnésium par exemple, Du et il magnésium, oui. faut beaucoup de vitamine D. Donc, Voilà, on et apporte beaucoup de vitamine D en supplémentation exactement, pour avoir un minimum. Et pour donc là, espérer avoir un minimum. Oui, donc concrètement, pour savoir est-ce qu'on a ce minimum, il faut la mesurer avec le. Et c'est ce qui arrive souvent, parce que les gens souvent arrivent en disant, ben, je n'arrête pas de prendre de la vitamine D, mais ça n'augmente pas. Ça peut expliquer à ce moment-là, la mutation génétique peut expliquer. oui, les mutations génétiques peuvent s'expliquer, mais il y a aussi tout un contexte qui peut expliquer ça. Si la personne a beaucoup d'inflammation, des maladies inflammatoires depuis un certain temps, surtout des maladies intestinales, beaucoup de dysbiose et tout, bah, il y aura un besoin accru en vitamine D. Donc, quelle que soit la quantité qu'elle va prendre, bon, Va ce être sera, consommé. ce sera pas suffisant. Et alors, il y a la résistance du récepteur qui peut aussi expliquer ça. Et ça ne veut pas dire que puisque quelqu'un a une quantité suffisante selon les normes classiques 30, 35, 40, ça veut dire que c'est suffisant. Parce que cette personne, en ayant une mutation du récepteur, elle va avoir besoin de beaucoup de vitamine D pour qu'il y ait un petit peu qui se fixe sur le récepteur, parce que Oui, c'est l'affinité du flexible. récepteur diminue. Voilà. Oui. Donc, toutes ces problématiques-là font que il faut quand même avoir un taux. Et puis, il y a aussi, on n'a pas discuté de ça, mais c'est encore un autre sujet, la pertinence de l'analyse de la 25 hydroxyvitamine D, Oui. l'analyse Comment. biologique. Oui. Là, c'est une forme précurseur encore. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des taux relativement élevés, toujours dans la norme, Dans la mais norme, oui. plus élevé que les 30 là, qui Oui. est la limite inférieure, en fait, quelqu'un qui a 30 il doit être considéré comme carencé en Mhm. vitamine D. Il Il est faut dans la beaucoup limite plus que ça. inférieure. Oui. Exactement. Alors, une autre question, par quel mécanisme la vitamine D agit dans la dépression? Sérotonine, cofacteur pour produire la C'est un sérotonine. cofacteur de la Oui. sérotonine. Une carence en vitamine D prédispose au cancer et au diabète type 2 et aux maladies auto-immunes. C'est une question. Et on peut citer d'autres maladies aussi. Oui. D'accord, donc c'est vraiment... ouais. Maladies inflammatoires, non dégénératives. Maintenant, il y a à peu près toutes les maladies qui sont associées hein, au Mhm. déficit en vitamine D. Enfin, ça ne veut pas dire que forcément on aura toutes ces maladies, mais en fonction des susceptibilités Mhm. génétiques, épigénétiques, du style de vie de la personne, elle peut développer telle ou telle Des maladie maladies. avec un risque accru ou plus important par rapport à sa Par, carence en vitamine D. par rapport à sa carence de vitamine Hmm. D. Est-ce que la vitamine D supporte la chaleur? Euh, très peu. Comme toutes les vitamines, ça ne supporte pas beaucoup la chaleur. Mais si la question, je ne sais Par pas rapport au l'orientation de la question, poisson? ouais, oui. Bon, il y aura de toute façon une partie de la vitamine D qui va s'altérer, tout comme n'importe quel autre micronutriment qui va s'altérer aussi par la cuisson. Mais il y aura toujours une certaine quantité dans l'alimentation. Mais c'est l'alimentation et l'exposition au soleil, aujourd'hui,
avec le mode de vie sédentaire ne sont plus suffisants. Objectivement, c'est plus suffisant. Et d'ailleurs, tous les médecins le voient, qui lisent des biologies tout le temps, qui font des biologies de vitamine D, bah, c'est tout le temps bas, sauf les personnes qui se supplémentent en général. Ou dans des périodes où il y a beaucoup de soleil et les gens, l'été, etc., où les gens sortent tout le temps, etc. Bon, là, ça compense. Mais on n'a pas ça toute l'année. On n'a pas... Alors, c'est une question d'une personne qui demande, en cas d'antécédent de néoplasie, quel taux de vitamine D plasmatique est souhaité? Est-ce qu'il y a un taux particulier dans le cas d'une néoplasie? C'est une question un peu délicate. D'accord. Ça rentre dans le cadre... Enfin, Joker. les souhaités, c'est les normes. On reste dans les normes, hein. Ouais, Le plus important, c'est qu'il y c'est ait élevé. Un taux d'accord. relativement élevé. On est toujours dans les normes, mais relativement élevé. Relativement élevé. Voilà, D'accord. mais Joker. Joker. La prise de compléments de vitamine D3 est controversée quant au cancer du sein. Pour certaines femmes, ce serait bénéfique, pour d'autres, ce serait délétère. Pour celles qui seraient minces et sans prise de THM, selon certaines études, est-il déconseillé de la prendre en supplément? C'est toujours délicat. Délicat, Joker. C'est le médecin qui Oui, décide, c'est le nutritionniste qui décide en fonction du cas qui est en face. Mais pour répondre, je répondrai d'une autre façon à cette question par rapport à ce que montre la tendance des différentes études. Il ne faut pas lire une ou deux études et il ne faut pas non plus lire une ou deux études dans leurs conclusions ou dans leur abstract. Il faut connaître les différentes méthodologies des études et voir la tendance. Et la tendance, on la voit quand on lit la totalité des études sur la question. Et la tendance, elle est sans appel. Le déficit en vitamine D augmente drastiquement le risque de cancer du sein ou n'importe quel autre cancer, d'une part. Voilà. Et d'autre part, le déficit en vitamine D est un facteur qui fait diminuer l'efficacité des traitements anticancéreux, quels qu'ils soient. Et d'autre part aussi, ça augmente le risque de récidive, ce que disent les études. Maintenant, il est clair qu'on ne traite pas une maladie, on ne traite pas avec des statistiques, on traite un patient. Et donc là, il peut y avoir des cas spécifiques, effectivement. d'accord. Est-ce qu'il y a un rôle de la vitamine D au niveau de la stérilité, Euh, oui, selon les... la vitamine D fait partie des, oui, une dizaine à peu près de nutriments qui sont en rapport avec la fertilité. Maintenant, D'accord, aussi, la question de la fertilité est très vaste. d'accord. S'il s'agit ici parce que la question peut être comprise de différentes façons, je vais répondre sur la manière la plus simple. Le déficit en vitamine D peut produire une hypofertilité. C'est possible. Comme le déficit en sélénium, en zinc, en tout un tas de vitamines E, etc., qu'enzyme Q10. Oui, ça peut produire une hypofertilité. Est-ce que le fait de supplémenter en vitamine D ou d'avoir un niveau suffisant en vitamine D va traiter toutes les problématiques Stérilité. d'infertilité? Non. D'accord, d'accord. Alors, hop. Bon, on demande quel supplément conseiller, mais je crois que ça, c'est... Voilà, on peut pas parler de Oui, supplément. bon. Donc, la vitamine K2, on en a parlé déjà. Oui, Oui, voilà. Le magnésium aussi en tant que cofacteur, ça aussi, on en a parlé. tout à fait. Euh, Est-ce qu'on doit... Oui. On demande l'association vitamine D calcium, ce que tu en penses. Oui, dans les cas d'ostéoporose, d'ostéomalacie, c'est important. Oui, bien D'accord. sûr. Afin de Oui. d'avancer. Bon, la question du K2 avec les anticoagulants, bon, voilà, il faut préciser que c'est pas la vitamine K3, c'est bien la vitamine K2, qu'elle a pas de, oui, voilà. C'est ça, oui. C'est la K1, ce qu'on trouve dans les légumes verts et tout ça, c'est ce qui régule Voilà. la coagulation. La K2 n'a pas d'effet là-dessus. D'accord. Alors, pour la session très technique, je vais la poser. Suite à la Ok. lecture de l'étude de OTA 2020, je me demandais ce qui pourrait expliquer des taux de vitamine D plus faibles chez les personnes ayant la mutation MTHFR. Oui, ça s'explique le plus simplement par le fait, en fait, c'est tout ce que j'expliquais depuis tout à l'heure. Les personnes qui ont une mutation MTHFR ont une hyperhomocysténémie. Et l'hyperhomocysténémie induit tout un tas d'adaptations métaboliques qui font que, enfin, de l'inflammation, du risque cardiovasculaire, de tout un tas de choses, de la résistance à l'insuline, etc., qui font que du stress oxydatif aussi, et ainsi de suite, qui font que le besoin en vitamine D augmente.
Et donc, il y a, par rapport à la quantité, à la même quantité de vitamine D synthétisée ou consommée, ben, il va y avoir un manque forcément. Voilà. Et D'accord. c'est une association statistique, c'est pas systématique. Euh, bon, là, on parle de mégadoses de vitamine D pour les. Qu'est-ce que tu en penses des mégadoses de vitamine D pour les maladies virales et les maladies auto-immunes? Oui, mais bon, on a déjà discuté de ça. J'imagine, c'est. Alors, ça dépend. C'est parce qu'une mégadose, là, c'est les 100 000 et 200 000 unités. Euh, C'est-à-dire ça, c'est. ponctuellement, quoi, en mégadose ponctuellement, est-ce que Ouais, il y a des protocoles sur ça, mais après, c'est des protocoles un peu accessoires. On connaît pas toujours très bien l'effet dose-réponse de la vitamine D quand on la prend à des doses très élevées sur plusieurs jours comme ça en continu. C'est-à-dire, malgré qu'on a quelques études cliniques, mais c'est pas suffisant. Et c'est en général des petites études cliniques avec des petits effectifs comme c'est une qu'on a eue par exemple avec le Covid. Covid, des Mhm. patients qui étaient atteints de Covid, mais c'était une petite échantillon. Et on a Ponctuel, oui. utilisé, voilà, on a utilisé des doses très élevées sur une courte période de plusieurs jours en association avec des antibiotiques. Ça a montré qu'il y avait, oui, une amélioration significative comparée au groupe contrôle. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que il suffit pas juste de lire dans une étude, la conclusion d'une étude qu'il y a eu une amélioration significative parce que c'est une amélioration statistiquement significative. Jusqu'à quel point? Donc là, il faudrait rentrer dans l'étude et voir les détails de l'étude et voir est-ce que cette augmentation, amélioration statistiquement significative, à quoi ça correspond en réalité, en pratique? C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que praticien, quand vous allez faire ça sur le patient, est-ce que vous allez réellement observer? Est-ce que l'effet sera tellement suffisant pour que vous puissiez, vous et le patient, observer des effets suffisants, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ça reste des protocoles accessoires, marginaux, qui peuvent très bien fonctionner dans certaines situations, mais qui ne sont pas bien étudiés. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. On insiste Oui. sur les dosages, mais je reprécise que vu qu'on est en fait sur Facebook Live, on ne peut pas donner de dosage. Une dernière Oui. question, quel est le rapport entre l'augmentation de la parathormone et la vitamine D dans le cas de l'insuffisance rénale chronique? Oui, ben, tout ça, la parathormone et la calcitriol, qui est en fait la 1,25, la vitamine D bioactive, régule la calcémie. Quand il y a une baisse de la calcémie, la vitamine D et la parathormone augmentent et également la calcitriol. Le niveau d'hydroxylation par le rein, la vitamine D également augmente pour faire rentrer plus de calcium, pour que la calcémie augmente. OK, et également pour diminuer l'élimination également du calcium. Et quand il y a des maladies rénales, c'est toujours directement lié aussi à des perturbations au niveau de ces hormones, surtout la vitamine D ou également la parathormone. Et la parathormone suit aussi la vitamine D en quelque sorte. Dans le cas d'une insuffisance rénale, il y a moins d'hydroxylation au Oui, niveau de la vitamine D, ce qui fait que le marqueur qu'on mesure, qui est en fait le précurseur, la mhm. 25, bah, ça s'accumule et ça augmente, entre autres. Ça, c'est une des explications. Ben, je crois qu'on a fait le tour, Amine. Je vais remercier les personnes qui nous ont suivis ce soir. Il y a eu certaines questions, on a essayé de répondre à un maximum de questions. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est que vous nous suivez sur la page Facebook donc de la Somna et vous pouvez en même temps proposer des thématiques qui vous tiennent à cœur pour qu'on puisse programmer ça, sachant que c'est un rendez-vous qu'on a organisé pour vous donc une fois par mois. Et puis peut-être de temps en temps, on va organiser uniquement un rendez-vous questions-réponses sur une thématique particulière, mais à ce moment-là, on vous précisera à quel moment et comme ça, vous pouvez préparer toutes vos questions à Dr Amine Gasmi qui à chaque fois nous éclaire un peu plus par rapport à la micronutrition et ses approches pour mieux comprendre tout ça. Alors, merci à tous, merci Amine et très belle soirée.
et à très très bientôt. Merci, très belle soirée à tout le monde. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Merci.